Cette histoire commence dans un monde où il existe de nombreux monstres maléfiques. Pour protéger l'humanité de ces créatures, il faut des personnes dotées de pouvoirs sacrés capables de créer des barrières. Ces femmes sont appelées des saintes, et leur rôle est de repousser les monstres et de purifier la terre. La présence d'une sainte est une bénédiction, et c'est pourquoi chaque pays doit en avoir au moins une. Le royaume de Gyrtonia abrite justement la sainte la plus puissante de toute l'histoire, Filia Adenauer. Elle est pratiquement la sainte parfaite, car rien ne semble lui résister. Mais il lui manque une chose, le sourire. Une sainte est censée incarner la protection et la joie. Mais certaines personnes ont un peu peur d'elle, car elle ne sourit jamais. Jamais, au grand jamais. Un peu plus tard, un jeune blond nommé Oswald demande à un marchand qui est cette magnifique jeune femme. Le vendeur lui explique qu'il s'agit de la sainte locale, ce qui laisse comprendre qu'Oswald n'est pas d'ici. Le marchand précise ensuite qu'il existe deux saintes. Il y a Mia, une jeune fille douce, adorable, dont le sourire est considéré comme un trésor national. Et Filia, bien qu'elle soit l'aînée et bien plus puissante, a du mal à communiquer avec les autres. Par exemple, quand on lui demande si elle a accompli certaines requêtes, elle répond oui, mais d'une manière froide et distante. Cela dit, tout le monde lui reste reconnaissant. Ils vivent dans un territoire aride et stérile, avec peu de ressources naturelles. La vie était très difficile, jusqu'à l'arrivée de Filia. Elle a tout changé, améliorant la vie de tout le royaume. Mais en accomplissant absolument tout ce qu'on lui demande, elle finit par éclipser les autres, ce qui crée un certain malaise. De retour chez elle, sa mère, Cornelia, ne tolère pas que Filia ait mis autant de temps à accomplir une tâche. Elle la considère comme inutile pour avoir mis si longtemps à devenir une sainte. Pas comme Mia, qui, grâce à sa charmante personnalité, est devenue sainte en à peine un an. Sans raison valable, cette femme se met à insulter sa fille, elle dit qu'elle a un sale caractère, qu'elle est un fardeau pour la famille, et qu'elle ferait mieux d'arrêter d'étudier autant la médecine pour se concentrer sur l'amélioration de sa personnalité. Filia ne comprend pas pourquoi les choses sont ainsi. Elle pensait que le rôle d'une sainte était de servir le royaume, ce qu'elle fait parfaitement. Mais chaque fois qu'elle se donne du mal, elle finit simplement par être encore plus isolée. Sourire? Être charmante? Elle ne sait tout simplement pas comment faire. Elle n'a jamais appris à sourire, et c'est peut-être pour ça que ses parents se sont détournés d'elle. Depuis toute petite, elle a vu comment ses parents donnaient tout leur amour à Mia, et pas à elle. Elle a donc compris qu'elle devrait travailler 2 fois plus dur pour gagner un peu d'affection. De son côté, Oswald continue d'enquêter sur Filia, et découvre que son nom de famille est Adenauer, une lignée célèbre pour avoir donné naissance à de nombreuses saintes. Filia est entrée à l'église à l'âge de 5 ans, où elle a appris le protocole, la magie et les arts martiaux. Elle explique qu'à défaut de charisme, elle a décidé de s'améliorer dans d'autres domaines. Ses parents l'ont envoyée dans une formation sainte très dure, où elle a dû survivre seule dans le désert, ou sous la neige pendant des jours entiers. Son propre mentor lui a rendu la vie impossible, lui lançant des paroles aussi blessantes que celles de sa mère. Après avoir passé autant de temps dans cet enfer, à poursuivre un objectif presque inaccessible, la pauvre Filia a fini par perdre toute capacité à sourire. Oswald lit alors qu'elle a été nommée sainte à 16 ans, et qu'elle est la meilleure de tous les temps. Aujourd'hui, à 19 ans, le roi a reconnu ses exploits et l'a fiancée au second prince de Gyrtonia, Julius. Mais l'enquête d'Oswald est interrompue, un chevalier vient le chercher pour l'emmener auprès de sa majesté. Filia, de son côté, raconte que suite à ses fiançailles avec le prince, elle pensait que ses efforts seraient enfin récompensés. Mais ça n'a pas du tout été le cas. En rentrant chez elle, elle retrouve sa sœur Mia, qui lit tranquillement dans sa chambre à elle, car elle trouve l'endroit plus agréable. Filia n'a jamais eu l'impression d'être chez elle, mais passer du temps avec sa petite sœur est la seule chose qui en vaille la peine. Mia lui demande ce qu'elle a dans cette boîte, et Filia lui avoue lui avoir acheté quelque chose en cadeau. Mia n'en revient pas, elle promet de le chérir pour toujours. Le lendemain, elle veut même accompagner sa sœur pour l'aider à acheter une tenue pour voir le prince Julius. Mais Filia lui dit qu'elle ne pourra pas, justement, elle doit le rencontrer demain. Elles conviennent donc de sortir un autre jour. Et Filia sent que, malgré toutes les difficultés, tant qu'elle est avec Mia, elle peut être heureuse. Pendant ce temps, le prince Julius parle mal de Filia avec ses subordonnés. Il pense qu'elle est devenue arrogante, simplement parce qu'elle est la plus forte. L'un d'eux affirme qu'on ne peut pas la comparer à la sainte légendaire qui avait sauvé le monde d'Asmodée, le grand archidémon. Julius est d'accord. Et comme il estime que Gyrtonia n'a pas besoin de 2 saintes, il met en place un plan pour se débarrasser de Filia. Mia marche en ville et on voit bien que tout le monde l'aime, car on vient rapidement lui offrir des cadeaux pour sa gentillesse et son dévouement. De son côté, Filia se demande pourquoi le prince Julius l'a convoqué. Elle remarque que le carrosse de sa famille est aussi présent et se demande si ses parents sont venus eux aussi. Peu après, elle le retrouve, et Julius lui dit être ravi d'avoir appris qu'elle avait éliminé seule les loups-garous du Nord-Ouest. Il ajoute même que les soldats se plaignent qu'elle leur vole leur travail et qu'elle leur donne des conseils sur leur formation. Il lui rappelle que ce n'est ni la place ni le rôle d'une femme. Filia ne comprend pas pourquoi il dit ça ni pourquoi il est de si bonne humeur. Julius lui révèle alors qu'il vient de recevoir une nouvelle, leurs fiançailles sont officiellement annulées.
Filia lui demande une explication. Il avoue vouloir épouser Mia. Il ajoute que Filia est devenue trop parfaite, distante et désagréable, alors qu'une sainte devrait juste prier et ne pas se croire supérieure. Pour lui, Mia est bien meilleure, plus belle, douce et charmante. Il est convaincu que tout le monde choisirait Mia sans hésiter. Filia lui demande si Mia est au courant, mais il répond que non, même si à la dernière fête elle a tenté d'attirer son attention, donc elle sera sûrement contente. Les parents de Filia arrivent et approuvent ce nouveau mariage. George, son père, est content, et sa mère lui demande de partir pour que Mia puisse être heureuse. Filia ne sait pas si c'est juste, mais tant que Mia est heureuse, elle est prête à accepter. Cependant, Julius lui annonce qu'au cas où Mia refuserait, il a décidé de vendre Filia au royaume voisin de Parnacorta, dont la sainte est récemment décédée. Il leur a offert la meilleure sainte, Filia, et ils ont accepté en proposant une somme équivalente au budget annuel du royaume de Girtonia. Tout se déroule selon le plan, le peuple aimera Julius, il donnera 30% des gains à la famille Adenauer, qui deviendra noble. Julius pense sincèrement que tout le monde y trouvera son bonheur. Même George ne comprend pas comment un autre royaume peut payer autant, mais la mère de Filia dit qu'enfin elle a fait quelque chose de bien pour la famille, leur permettant d'accéder à la noblesse. Filia est sous le choc. Tout ce qu'elle a fait jusqu'ici n'était que pour être enfin reconnue, mais elle récolte le contraire. Pendant que Mia va voir sa sœur, Filia se prépare pour le voyage et se demande ce qu'elle a bien pu faire pour mériter un tel sort. Julius, lui, se demande déjà comment dépenser l'argent de la vente de la sainte. Un de ses subordonnés suggère de lui ériger une statue en or. Julius trouve ça exagéré puisque son père est toujours vivant, mais l'autre lui rappelle que le roi est malade depuis longtemps et que l'autre prince, Fernand, s'est retiré par peur. Julius sait qu'il sera bientôt roi, avec la couronne et Mia. Pendant ce temps, Filia a voyagé plusieurs jours, ce qui lui a bien fatigué le postérieur. Elle ne sait pas quoi penser de sa nouvelle vie à Parnacorta, ni des attentes qu'ils auront envers elle, surtout après un tel investissement. Elle se dit qu'elle devra sûrement travailler très dur pour le mériter. Mais au fond, elle se demande à quoi bon. Pourquoi une sainte doit-elle forcément avoir des obligations? Le carrosse s'arrête, on l'informe qu'il ne peut pas aller plus loin. Elle doit marcher pour traverser la frontière. Elle se demande s'il y a du monde ici et croise finalement des soldats, ainsi qu'Oswald, qui lui souhaite la bienvenue à Parnacorta. Elle ne sait tout simplement pas quoi penser. La vérité, c'est que l'accueil de Filia à Parnacorta a été très bon. Elle s'est vite rendue compte qu'on la traitait très bien, on lui a même envoyé une escorte, ce que Girtonia n'avait jamais fait. Elle pense qu'ils ont sûrement payé très cher pour elle, donc il est normal qu'on la protège, mais ce n'est pas tout. Quand elle arrive dans la ville royale, à Almbourg, au palais, elle est accueillie par Bjorn, le chef de l'église de Parnacorta. Tout le monde est très heureux de sa venue, ils lui ont même organisé une fête de bienvenue avec des gâteaux, des viandes, des pains, des sucreries, un peu de tout. Bref, une très belle fête, et ils étaient sincèrement heureux de la voir là. Mais Filia, elle, ne pensait qu'à une chose, travailler. Elle se demandait quand elle allait pouvoir commencer ses fonctions, parce qu'elle n'a jamais été très à l'aise avec les fêtes et la haute société. Mais bon, c'était sa fête de bienvenue, alors pendant qu'elle dégustait une délicieuse salade, qu'elle a beaucoup aimée, un homme s'approche, c'est celui qui est venu la chercher, son escorte. Elle pense évidemment que ce n'est qu'un simple garde, et quand il lui dit qu'il a lui-même préparé la salade, elle pense que c'est un fermier ou quelque chose comme ça. Quand il commence à se plaindre qu'il est difficile de cultiver en ce moment à cause du manque de pluie, elle s'apprête à faire tomber la pluie elle-même, mais elle est interrompue par Bjorn, qui appelle cet homme Votre Majesté. C'est là que Filia découvre que cet homme est en fait Oswald, le deuxième prince de Parnacorta. Elle est choquée d'apprendre que le prince lui-même est allé la chercher à la frontière. Mais ce n'est pas tout, il voulait aussi lui dire quelque chose, il s'agenouille devant elle pour lui demander pardon de l'avoir achetée, de lui avoir fait quitter sa maison, sa famille, son pays, tout son monde. Il est triste d'avoir été obligé de la faire venir ici, mais il la remercie pour son courage et ses efforts. Car après tout, elle a été envoyée presque par obligation, parce qu'ils avaient perdu leur précédente sainte, Élisabeth, et que le pays était à la merci des monstres et des calamités. C'était donc une bénédiction quand ils ont appris que Girtonia vendait l'une de ses saintes. Mais Oswald veut faire de ce royaume le nouveau foyer de Filia, un endroit qu'elle puisse apprendre à aimer. Filia pense à tout cela et se dit que ça ne va pas être facile, surtout à cause des mauvais souvenirs qu'elle garde de Girtonia et de la manière dont ils l'ont abandonnée. Mais en plus du second prince, elle fait aussi la connaissance de son frère aîné, le prince héritier Reinhard, le premier prince de Parnacorta, qui l'accueille chaleureusement en tant qu'invité d'honneur. Bref, les deux princes principaux du royaume sont venus personnellement la saluer. Après une balade en ville, elle remarque que les habitants, les commerçants, sont un peu inquiets, car ceux qui leur fournissent leurs marchandises n'ont pas pu arriver, ou ont été attaqués par des monstres sur les routes. Cela provoque une augmentation des prix, et maintenant que leur sainte Élisabeth n'est plus là, ils ne savent pas vraiment quoi faire. Ils savent qu'une nouvelle sainte est arrivée, mais elle semble froide, et ils doutent qu'elle puisse être à la hauteur de l'ancienne. Le lendemain,
Filia se réveille dans une maison gigantesque, bien plus grande que celle de sa famille, et uniquement pour elle. Elle se lève tôt, déjà prête à aller travailler. Elle ne sera cependant pas seule, car elle est rejointe par Lena et Leonardo, ses nouveaux accompagnateurs. Ils sont impressionnés qu'elle soit déjà debout, mais Filia leur dit directement qu'elle veut commencer à travailler. Ils vont donc en premier dans les montagnes, car Filia, en consultant la carte, remarque que Parnacorta est située au centre du continent, entourée de nombreux royaumes, et regorgeant de forêts, rivières et autres merveilles naturelles, ce qui en fait aussi un nid à monstres. Elle sait donc exactement où aller pour commencer à ériger les barrières divines. Lena et Leonardo sont impressionnés car Filia s'est levée très tôt et a déjà commencé à travailler. Ils l'accompagnent en tant qu'assistant et garde du corps pendant qu'elle installe ses barrières et fait son travail de sainte. Mais Filia n'est pas habituée à ça, elle a toujours travaillé seule. Arrivée sur place, alors qu'elle se prépare à ériger les barrières, Lena demande à Leonardo comment travaillent les saintes, car c'est la première fois qu'elle agit comme garde du corps pour l'une d'elles. Leonardo, lui, a déjà travaillé pour plusieurs saintes avant Filia, donc il a de l'expérience. Il explique que les saintes prient pour communiquer avec la divinité, ce qui leur permet d'ériger des piliers qui dégagent une aura divine, repoussant ainsi les monstres et toute forme de mal. Plus il y a de piliers, plus la protection est forte, mais c'est un travail difficile, qui demande beaucoup de force. En général, une sainte met toute une journée pour créer un seul pilier. Mais Filia, elle termine en une demi-heure. Elle est exceptionnelle, parfaite dans tout ce qu'elle fait. Lena et Leonardo n'ont jamais vu ça. Ainsi, toute la journée, Filia se rend d'un endroit à un autre, érigeant pilier après pilier, purifiant le bois tout entier. En un rien de temps, la forêt est redevenue saine, sans énergie négative ni monstre. Lena et Leonardo sont éreintés à la fin de la journée, alors qu'ils l'ont juste suivie. Ils doivent même la forcer à s'arrêter, car en chemin elle a aussi préparé des médicaments et aidé des gens. Le lendemain, Filia veut déjà partir au sud du royaume pour continuer à ériger des piliers. Mais Leonardo lui dit qu'elle doit se reposer, que ce n'est pas normal de travailler autant. Filia, elle, ne comprend pas, elle a toujours été élevée à donner 100%, à apprendre sans relâche. Elle se souvient des paroles du prince de Girtonia, qui lui avait dit de ne pas s'occuper des affaires des autres, mais c'est ce qu'on lui a toujours enseigné. Leonardo et Lena discutent ensuite de Filia. Ils l'aiment beaucoup, surtout Lena, qui dit qu'elle va la chouchouter et s'occuper d'elle. Mais elle remarque aussi que Filia semble plus à l'aise seule. Elle se demande ce qu'elle a vécu à Girtonia, car on voit bien qu'elle n'a pas été traitée avec amour. Lena décide donc de la dorloter comme il se doit. Le lendemain, tout le monde est heureux, la nouvelle sainte impressionne, les marchands peuvent revenir en ville, reprendre leurs activités, et tout le monde la remercie. Le prince Oswald entend ses éloges alors qu'il se promène dans la capitale. Mais de son côté, Mia ne va pas bien. Elle est seule maintenant. Même si elle est une bonne sainte, c'était surtout grâce au conseil de Filia. Sans sa grande sœur, elle est perdue. Le prince remarque lui aussi que les monstres s'approchent dangereusement de la capitale. Il n'y a pas de soldats car jusqu'ici, Filia s'occupait de tout sans jamais déranger personne. Désormais, le prince de Girtonia va devoir puiser dans les fonds donnés par Parnacorta pour renforcer la sécurité du royaume. Les gens croient que Mia saura gérer la situation, mais depuis le départ de Filia, tout semble empirer. Mia, elle, est convaincue que sa sœur ne serait jamais partie sans prévenir. Elle a demandé à leur père pourquoi Filia était partie, mais il ne lui a rien dit, juste qu'elle était partie, point. Mia ne le croit pas. Elle pense que sa sœur a été obligée de partir et elle jure que celui ou celle qui l'a éloignée va le payer. Un autre jour, Lena et Leonardo démontraient leurs compétences en matière d'élimination de monstres. Parnacorta était célèbre pour l'excellence de son ordre chevaleresque. Peut-être qu'ils formaient même leur majordome et leur servante aux arts martiaux. Et malgré cela, ces deux-là étaient particulièrement redoutables. Cependant, ils ne prenaient pas tout le mérite. Les monstres étaient affaiblis grâce au sanctuaire sacré de Filia. En plus, la potion qu'elle avait donnée à Leonardo lui donnait l'impression d'être revenue à ses plus belles années, même si elle affirmait qu'il ne s'agissait que d'une potion rudimentaire. Lena demanda ce que Filia notait depuis tout à l'heure. Elle expliqua qu'elle enregistrait des informations sur l'emplacement, l'ampleur et la férocité des apparitions de monstres. Filia ajouta qu'en plus du monde de surface habité par les humains, il existait le royaume démoniaque et le ciel. Les monstres étaient originaires du royaume démoniaque, mais parfois, une partie d'entre eux parvenait à la surface. Plus il y avait de nids dans le royaume démoniaque, plus il y avait de monstres, et donc, plus les invasions à la surface devenaient fréquentes. Pendant ce temps, le prince Oswald se promenait en ville. Il n'avait pas beaucoup de temps pour discuter avec les habitants, leur disant qu'il avait un rendez-vous galant. Il fut stupéfait en voyant Filia vêtue élégamment, mais il se ressaisit rapidement. C'est Lena qui avait organisé ce rendez-vous. Filia avait déjà entendu ce mot auparavant, mais elle ne savait pas vraiment ce que signifiait un rendez-vous. Lena suggéra une visite d'Hambourg, avec Oswald comme guide. Ils commencèrent par le quartier des marchands, où Oswald expliqua que les attaques de monstres avaient rendu difficile l'approvisionnement ces derniers mois. Mais tout cela appartenait au passé, grâce à Filia.
Elle fut surprise de l'entendre la remercier simplement pour avoir fait son travail. Elle se demanda pourquoi son cœur battait si fort. Ils tombèrent sur l'homme qui vantait son fils à Girtonia. Grâce à Philia, il avait pu reprendre son commerce. En essayant de le saluer, Philia eut peur d'effrayer à nouveau le garçon. Mais au lieu de cela, il la remercia chaleureusement. Il était heureux que son père puisse retravailler. Ici, tout le monde voulait approcher Philia, mais le prince la saisit par le bras, s'excusant auprès des autres car elle lui était réservée aujourd'hui. Il l'emmena dans un restaurant, lui disant qu'elle pouvait commander son plat préféré. Mais Philia ne savait que choisir, habituée à l'idée de manger ce qui est comestible. Être ainsi servie était totalement étranger pour elle. Elle ne savait pas comment se comporter. Le prince Oswald éclata soudainement, la remerciant encore pour son travail, mais ajouta qu'il avait entendu dire qu'elle se surmenait. Il voulait qu'elle se repose aussi, et lui expliqua que le repos faisait aussi partie de son travail. Elle n'avait clairement jamais entendu ça auparavant. Il lui demanda ensuite de lui parler davantage d'elle. Ce qu'elle aimait, ce qu'elle n'aimait pas, ses intérêts, n'importe quoi. Il voulait apprendre à connaître non seulement la sainte, mais aussi Philia Adenauer, en tant que personne. Léna fondait intérieurement en regardant cette scène. Philia, elle, ne savait toujours pas quoi répondre. Elle n'avait jamais eu l'espace pour avoir ses propres pensées sur quoi que ce soit. On ne le lui permettait pas. En regardant l'arôme apaisant du thé, elle admit finalement que c'était quelque chose qu'elle aimait. Mais elle ne pouvait pas en dire plus pour le moment, parce qu'elle ne savait rien de plus sur elle-même. Il lui dit que ça lui allait de la découvrir petit à petit. Puis il lui proposa de l'emmener où elle voulait aller ensuite. Elle eut alors accès au livre restreint de la bibliothèque du château. La quantité massive de monstres apparaissant récemment à Parnacorta ne pouvait pas s'expliquer uniquement par la géographie ou par l'absence précédente d'une sainte. Un phénomène similaire avait commencé à Girtonia juste avant son arrivée ici. Elle avait vu ce genre d'événement mentionné dans les anciens livres d'histoire girtoniens. Si son hypothèse était correcte, le royaume démoniaque était en train de se rapprocher de la surface. Mais Oswald ne comprenait pas ce qui fit pleurer Léna, car tout cela ne ressemblait plus du tout à un rendez-vous romantique. Il y a 400 ans, le royaume démoniaque s'était déjà approché du monde de la surface. Les monstres l'avaient envahi, semant le chaos. L'archidémon Asmodée profita de cette pagaille pour remonter des profondeurs du royaume démoniaque jusqu'à la surface. Les humains et les animaux furent massacrés en masse, et de nombreux royaumes furent menacés de destruction. Mais c'est alors qu'une sainte s'éleva pour lui faire face. Elle s'appelait Fianna Esfil, et serait plus tard connue sous le nom de Grande Sainte Fianna. Elle érigea d'immenses barrières qui purgèrent les monstres en un clin d'œil, puis sépara l'âme d'Asmodée de son corps prétendument invincible, afin de la sceller. Ainsi, la paix fut restaurée sur les terres, et l'histoire continua jusqu'à aujourd'hui. Le prince convoqua une conférence d'urgence en réponse à l'hypothèse de Philia. Il voulait aussi entendre les avis des autres. Philia expliqua que plus le royaume démoniaque se rapprochait, plus l'apparition des monstres allait probablement être multipliée par 10 à 20, et que les piliers de lumière ne suffiraient peut-être plus. Un des hommes présents émit des réserves quant à l'augmentation du budget de la défense du royaume sur la base d'une spéculation aussi incertaine. Philia comprenait cela. C'était normal qu'ils aient du mal à croire une fille venue d'un autre royaume, arrivée depuis peu. Elle se souvint que Julius lui avait dit qu'elle devait connaître sa place. Mais elle fut choquée d'entendre Oswald annoncer qu'ils allaient tripler les dépenses militaires. Il affirma qu'il valait mieux être préparé que de le regretter plus tard, et qu'il assumerait la responsabilité si cela ne donnait rien. Il mettait toute sa confiance en Philia. Elle se demanda comment il pouvait être aussi sûr de lui. N'avait-il pas peur d'être critiqué? Elle se demanda s'il y avait un moyen pour elle de l'aider. En regardant la carte et les troupes mobilisables, Philia annonça que ce ne serait toujours pas suffisant. Elle proposa une autre solution, ériger un grand cercle de purification sur l'ensemble du royaume. Bjorn fut stupéfait, sachant qu'il s'agissait d'un ancien rituel. Il fallait maîtriser les langues archaïques et comprendre plusieurs lignées de sorts. Mais bien sûr, Philia en était capable. Ce cercle n'avait pas les propriétés d'enfermement d'une barrière classique. Il servait uniquement à affaiblir les monstres pour les rendre plus faciles à éliminer. Le seul hic, c'était qu'elle devait rester au centre du cercle et en être le cœur. En d'autres termes, elle devrait rester dans la capitale, et ne pourrait plus accomplir la plupart de ses tâches habituelles. Mais pour le prince, ce n'était qu'un détail insignifiant. Une fois activé, le cercle ne serait même pas épuisant à maintenir. Et pourtant, Philia afficha un regard soucieux. Dehors, Oswald la remercia à nouveau, mais en voyant son visage, il comprit que quelque chose la préoccupait. Elle pensait à sa sœur restée chez elle. Mia était une excellente sainte, mais elle n'avait aucune connaissance des anciens rituels et ne pouvait pas créer de grands cercles de purification. Oswald comprit que Philia s'inquiétait pour sa sœur, et lui dit qu'elle pouvait l'aider. Ainsi, Philia fut autorisée à lui envoyer une lettre. De retour à Girtonia, Mia ne pouvait tout simplement pas accepter la situation. Elle décida d'aller demander à Julius ce qui s'était vraiment passé avec sa sœur. Cependant, elle se retrouva face à lui, et il lui offrit un bouquet de roses et lui demanda sa main en mariage. Elle n'en croyait pas ses yeux. À peine avait-il perdu sa fiancée qu'il en demandait déjà une autre en mariage.
et à sa petite sœur, en plus, elle le trouvait tout simplement répugnant. Mia comprit alors pourquoi ses parents avaient été si indifférents au départ de Filia. Ils étaient probablement au courant de tout cela. Elle le détestait, mais elle avait besoin que Julius lui dise la vérité. Alors, elle décida de faire semblant, lui demandant un peu de temps pour réfléchir. Elle ne pouvait pas se permettre de l'affronter pour l'instant. Elle devait refouler ses véritables sentiments. Elle allait le distraire, le déstabiliser, et tirer de lui les informations qu'elle voulait. Elle n'avait aucun esprit stratégique, mais pour sa sœur, elle était prête à tout faire. Ce fut ce jour-là qu'elle commença véritablement son enquête. Dans le bureau de son père, elle trouva des plans pour un nouveau manoir et une pile de contrats. Dans la chambre de sa mère, elle trouva une nouvelle boîte de bijoux. Elle serra les dents en supportant les rendez-vous avec le prince pour gagner sa faveur, tout en continuant de remplir ses devoirs de sainte. Les monstres ne cessaient d'augmenter depuis le départ de sa sœur. Elle devait puiser dans toutes ses forces pour les repousser. Ses parents voulaient qu'elle se dépêche d'épouser Julius. Ils avaient même brûlé la lettre que Filia lui avait envoyée. Un jour, elle surprit une conversation entre des nobles à propos de Filia. Ils disaient que leur prince avait fait un joli profit et obtenu un titre de noblesse en la faisant partir. Ils traitaient Filia d'insupportable, et riaient en disant que c'était triste que son fiancé et ses parents la détestaient. La vérité éclata alors aux yeux de Mia. Elle avait voulu croire que ses parents étaient de bonnes personnes. Elle s'était déjà posé des questions sur la façon dont ils traitaient sa sœur, mais trop effrayée pour faire face à la vérité, elle réalisa qu'elle s'était aveuglée elle-même. Elle pleura, se demandant si Filia avait vécu toute sa vie dans un monde froid et cruel envers elle. Elle murmura pardon encore et encore. Elle retrouva ensuite le prince, qui continuait à dénigrer Filia pour avoir étalé ses talents et causé une avalanche de plaintes contre lui. Et dans le même souffle, il complimentait la beauté de Mia et la façon dont elle remplissait ses devoirs, ce qui la rendait malade et bouillonnante de rage intérieurement. Mais elle sourit, et lui dit qu'elle acceptait sa proposition. Son plan, se fiancer avec lui, l'emmener au sommet de l'extase en le gardant en laisse, puis, au moment venu, le trahir. Après tout, il devait être puni pour avoir trahi sa sœur. Cette nuit-là, Mia écrivit à Filia au sujet des monstres qui envahissaient les forêts de Girtonia. Des gens étaient blessés. Elle avait besoin des conseils de sa grande sœur. Elle ne pouvait pas compter sur Julius, comprenant qu'il ne se souciait pas du tout de ce royaume, car sinon, il n'aurait jamais vendu Filia. Mia s'effondra et jeta la lettre, changeant le ton de la suivante pour simplement demander à Filia des informations sur les anomalies en cours, retirant ainsi ses frustrations envers Julius et rendant la lettre plus formelle. Mia se demandait s'il servait à quelque chose d'écrire, pensant que si Filia avait remarqué des anomalies, elle aurait sûrement déjà envoyé des directives. Elle s'inquiétait, se demandant si Filia souffrait en ce moment même, avait-elle seulement quelqu'un à Parnacorta à ses côtés? Un autre jour, Parnacorta s'illumina de piliers de sainteté. Au château, les habitants s'étaient rassemblés. Oswald s'excusa auprès de Filia pour ce spectacle, mais son père lui avait dit que c'était une excellente occasion de présenter la nouvelle sainte au peuple. Ainsi, son travail fut ouvert au public en tant qu'événement. Filia ne s'en souciait pas vraiment. Richard arriva alors, remarquant que la décision de l'amener ici était la bonne, même s'il s'était disputé avec son frère à ce sujet. Oswald aurait préféré qu'il ne mentionne pas cette partie. Alors que Filia se mettait à l'ouvrage, Oswald lui fit savoir qu'il lui confiait le royaume, ce qui fit écarquiller les yeux de Filia. Elle pensa à quel point tout le monde ici était gentil, sincère, profondément attaché à leur royaume. Les habitants avaient des cœurs généreux et bienveillants. Même si elle n'était pas née ici, elle voulait protéger ces gens. Elle voulait rester la sainte de Parnacorta. Elle commença alors à appeler les vies de la terre et du ciel, exprimant sa prière. Le peuple la surnommait déesse, sa beauté étant sans égale en ces lieux. Elle érigea et activa le grand cercle de purification. Mais à peine eut-elle terminé qu'une voix diabolique chuchota qu'elle avait enfin été trouvée. Elle n'avait aucune idée de ce que c'était, mais n'eut pas le temps d'y réfléchir car tout le monde célébrait. Pendant ce temps, Lena parcourait les rues, recevant des présents des marchands pour leur nouvelle sainte bien-aimée, nourriture, vêtements, poudre pour le visage. Lena ne pouvait tout porter. Elle revint auprès de sa maîtresse, épuisée, et fut choquée de voir Filia travailler encore. Elle aurait aimé que Filia prenne au moins une pause, surtout qu'elle ne pouvait pas quitter la capitale. Amusant, car Filia voulait aussi faire une pause mais ne savait pas quoi faire d'autre. Ah, si c'était moi, je serais en train de dormir, pensait Lena. Lena trouvait terrible que Filia n'ait aucun loisir. Filia n'était pas très enthousiaste pour aller se promener, jardiner ou pêcher. Mais lorsque Lena parla de lecture, Filia montra enfin un peu d'intérêt. Filia lisait souvent des textes anciens et des manuels scientifiques, tandis que Lena préférait, comme on pouvait s'y attendre, les romans d'amour. Filia ne savait même pas ce que c'était qu'un roman d'amour, même si elle était elle-même l'héroïne d'un light novel romantique. N'ayant jamais lu ce genre d'ouvrage, elle supposait que c'était des études psychologiques de couples engagés dans une affection mutuelle. Lena trouva cette réponse à la fois proche et si éloignée de la réalité. Elle se demanda pourquoi Filia n'avait aucun intérêt pour les romans d'amour, malgré sa grande beauté. En vérité,
Filia n'avait jamais eu l'occasion de lire pour le plaisir auparavant. Et Oswald lui vint alors à l'esprit. Lena proposa donc de lui prêter ses romans préférés. Oswald arriva à ce moment-là, souhaitant discuter de quelque chose avec Filia. Autour d'une tasse de thé, il évoqua sa dispute avec Richard à propos de l'idée de l'amener ici. Filia ne voulait pas que cela dérange Oswald, mais cela le tracassait quand même. Il avoua qu'il était contre l'idée d'acheter une sainte comme une marchandise. Richard était déjà tendu pour d'autres raisons, et les deux frères avaient perdu leur sang-froid. Même maintenant, Oswald trouvait que c'était mal d'acheter quelqu'un. Il affirma qu'il ne voulait plus jamais refaire cela. Cependant, il était heureux d'avoir rencontré Filia. Cela fit même rougir Filia. Puis Oswald aborda enfin le sujet principal de sa visite, proposer à Filia d'essayer d'être tutrice. Lors du dîner, Filia exprima ses inquiétudes quant à sa capacité à être une bonne mentor. Lena lui répondit en affirmant que Filia était excellente pour enseigner, car elle savait toujours donner des explications claires et faciles à comprendre concernant ses responsabilités. En plus de cela, Lena pensait qu'une sainte en formation ferait une excellente compagne pour Filia. Sachant que la disciple était plus jeune qu'elle, Filia se souvint de sa sœur. Elle fut attristée de ne pas avoir reçu de réponse à la lettre qu'elle avait envoyée à Mia. Filia leur dit que la nourriture était bonne, ce qui ravit les deux servantes. Elle avait l'habitude de manger en silence, mais récemment, elle avait réussi à exprimer ses sentiments. Leonardo était particulièrement heureux, puisqu'il était celui qui préparait ses repas ces derniers temps. Mais les deux servantes n'étaient pas les seules à avoir contribué. Tout ce qu'il y avait sur la table, légumes, fruits, viande et œufs, avait été envoyé par les habitants, en remerciement pour ce qu'elle avait fait. Même les fleurs. C'était presque comme si tout le royaume dînait avec eux. Filia rayonnait intérieurement. Échanger des livres avec quelqu'un, améliorer un repas grâce à de la compagnie. Après avoir été seule si longtemps, elle découvrait des choses qu'elle n'avait jamais connues. Pendant que Filia savourait son repas imprégné de l'amour du peuple de Parnacorta, Mia feignait de savourer son repas préparé avec les meilleurs ingrédients achetés grâce à l'argent de Julius. Mais de retour auprès de Filia, elle fut choquée de recevoir enfin une lettre de Mia. Elle comprit alors que Mia n'avait jamais reçu sa lettre, même si le messager royal de Parnacorta avait assuré à Leonardo l'avoir livrée au domaine Adenauer. Filia comprit que ses parents avaient dû détruire sa lettre. En entendant cela, Lena et Leonardo convoquèrent Imari. Imari était une autre membre de la garde personnelle de Filia, assignée par la famille royale. Elle avait en fait été aux côtés de Filia tout ce temps, dans l'ombre, depuis son arrivée. Imari était une ninja. Filia avait entendu parler des ninjas, des guerriers du royaume insulaire de Murasame, au nord-est, spécialisés dans l'infiltration et la reconnaissance. Imari accepta alors la mission de livrer directement des lettres à Mia, pour le compte de Filia et du clan Fuma. Filia s'inquiétait, sachant que Imari devrait traverser des forêts infestées de monstres et que ceux qui voulaient empêcher Mia de la retrouver pourraient lui nuire. Mais Imari avait confiance en ses capacités. Depuis l'ombre, elle avait vu Filia tenter de sauver ce royaume, et elle était prête à risquer sa vie pour sa maîtresse. Ainsi, Filia lui confia sa mission, en précisant que si elle risquait d'être découverte, elle devait fuir. Mais si possible, elle devait aussi protéger sa chère sœur, et si quelque chose arrivait à Mia, Imari devait s'enfuir avec elle. Pendant ce temps, Mia invoqua le dernier pilier de la journée, recevant les éloges des chevaliers pour avoir accompli les rituels plus vite que Filia. Mia trouva leurs compliments absurdes. Il était vrai qu'elle finissait plus rapidement les rituels, mais c'était tout. Ses barrières étaient bien plus fragiles que celles de Filia. Si un grand nombre de monstres apparaissaient soudainement, ces barrières se briseraient. Pour éviter cela, elle était obligée de forger plusieurs couches de barrières supplémentaires, ce qui, évidemment, prenait plus de temps. C'est alors qu'une horde de monstres surgit. Mia ne les remarqua pas approcher, pour une raison inconnue. En les éliminant, elle se retrouva seule, tous les chevaliers ayant fui comme des lâches. Quel genre de garde royale était-ce donc? Elle s'effondra d'épuisement directement dans les bras d'Imari, mais Mia prit Imari pour un jeune homme gentil et mystérieux. Imari lui remit alors la lettre, lui faisant signe de garder cela secret. Mia, inquiète pour sa sœur, écouta Imari lui expliquer que Filia allait bien, que Parnacorta lui était redevable, et que l'affection du peuple allait au-delà de la simple gratitude, il voulait l'aider de toutes les manières possibles. Mia ressentit un immense soulagement en sachant que sa grande sœur était entourée de personnes qui se souciaient d'elle. Avant qu'Imari ne parte, Mia lui dit qu'elle laissera sa porte ouverte le soir, et lui demande si elle pouvait venir et lui parler davantage de sa sœur et de la lettre reçue. Elle resta cependant bouche bée en voyant Imari descendre du plafond dans son costume de ninja. Passé ce choc, et apprenant qu'Imari était une fille, Mia la remercia pour la lettre et comprit enfin la menace qui pesait sur son royaume. Elle gémit, souhaitant avoir pu voir Filia accomplir l'ancien rituel. Consciente qu'elle-même en était incapable, elle comprit qu'elle devait rassembler des forces armées. Ce ne serait pas facile, car le stupide prince en charge ne pensait qu'à lui-même. Se souvenant des paroles de Filia, Imari proposa à Mia de s'échapper. Et Mia y réfléchit sérieusement, sachant qu'elle pourrait ainsi retrouver sa sœur. Après tout, avait-elle encore une raison de rester dans un royaume qui avait méprisé et exilé sa chère Filia?